Déjà, je tiens à commencer en remerciant les organisateurs du colloque d'avoir accepté ma présence, ma communication, hein, qui peut détonner un petit peu, peut-être en tout cas d'un point de vue géographique, et aussi les remercier parce que le colloque est extrêmement bien organisé et je pense que c'est un événement très plaisant pour nous tous. J'ai appris énormément de choses ces 2 derniers jours, donc je suis ravi d'être là. Euh, J'espère que vous apprendrez d'autres choses aussi, puisque j'imagine que vous n'êtes pas spécialiste des Incas. Et donc, pour rester dans le thème aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que les chroniqueurs appellent parfois les beuveries Incas. Point de vue un peu négatif, hein, vous allez voir que c'est autre chose. Euh, on va commencer par un petit point juste géographique, historique, rapide sur les Incas, pour que vous soyez en contexte. Alors, premièrement, un élément important à savoir quand on étudie les Incas, c'est que étudier l'histoire Inca, c'est composer avec les sources à disposition. Et les sources à disposition, ce sont principalement des documents d'époque coloniale, rédigés par des auteurs espagnols. On a des auteurs métis et on a des auteurs indigènes, mais qui sont en général nés après la conquête de l'Empire. Donc, ils ne sont pas des témoins directs de ce qui se passait avant l'arrivée des Espagnols. Et puis, on a comme source les artefacts archéologiques, les sites, qui, eux, sont d'époque Inca, et qui, si pendant longtemps, ils ont été, on va dire, un peu délaissés, ou on considérait qu'ils étaient un peu moins source d'informations, on se rend compte aujourd'hui que non, ils apprennent énormément de choses. En tout cas, moi, j'ai beaucoup travaillé à partir de ces vestiges pour corroborer, voire infirmer des chroniques, ce qui arrive assez souvent, finalement. Et donc, aujourd'hui, on va voir que il est possible de tirer de ces sources de nombreuses informations à partir desquelles raisonner. Et donc, on va raisonner un peu sur les banquets, la chicha, le rôle de la chicha. Alors, l'histoire Inca, elle débute au tournant du XIIe et du XIIIe siècle, au moment où, dans les Andes, est fondé, dans les Andes centrales, le premier Intihuasi. Alors, un Intihuasi, Inti, c'est le dieu soleil, c'est le père de l'Inca. Parce qu'en fait, il y a une seule personne qui s'appelle Inca dans l'Empire, c'est le souverain, c'est son titre. C'est les Espagnols qui ont généralisé l'appellation Inca à toute la population, mais il n'y a qu'un Inca, ne sera pas Inca. Et donc, on a Inti qui est le soleil, et Huasi, ça veut dire la maison. Donc, Inti Huasi, c'est la maison du soleil, c'est le temple du soleil, hein, popularisé dans Tintin, notamment. Donc, vous en avez déjà entendu parler. Et donc, tournant 12e, 13e, fondation du premier Inti Huasi à l'emplacement de Cusco, première cité inca, qui est en fait la future capitale de l'Empire en devenir. Alors, l'expansion inca à travers les Andes, elle débute ouais, plutôt sérieusement, certainement à la fin du XIVe siècle. C'est pas forcément ce que vous lirez dans les publications généralistes aujourd'hui, mais c'est ce que les traces archéologiques nous disent. Pendant longtemps, on a considéré que c'était plutôt sous l'empereur réformateur Pachacutec, on va dire dans le deuxième quart du XVe siècle que ça commençait, mais ça, c'est ce que laissaient penser les chroniques. L'archéologie nous dit autre chose. Elle dit qu'on a certainement une première progression vers le sud de l'Empire, vers le sud des Andes, au moins à la fin du XIVe siècle. Par contre, effectivement, certainement que les souverains ont eu certaines difficultés à pérenniser leur conquête. En fait, ils reperdent les territoires, et c'est sous Pachacutec, Inca Yupanqui, deuxième quart à peu près, comme je vous disais, du XVe siècle, que là, les conquêtes vont devenir plus sérieuses parce qu'en fait, elles vont être stabilisées. Et donc, c'est là que l'expansion de l'Empire débute véritablement. Cette phase d'expansion, elle se poursuit sous Tupac Yupanqui, le fils de Pachacutec, et sous Huayna Capac, le fils de Tupac Yupanqui, le petit-fils de Pachacutec. Alors, je vous ai mis quelques repères chronologiques hein, en haut. Alors, je vous ai mis une jolie chronologie des souverains Incas. Sachez que c'est une chronologie indicative qui nous rassure tous, mais qui est absolument fausse, hein, qui est totalement arbitraire, qui a été établie par John Rowe dans les années 40 pour coller avec cette hypochronologie. Si vous ouvrez des chroniques Inca, vous n'aurez aucune date. La seule date dont on est à peu près certain, c'est 1527 pour la prise de l'arrivée au pouvoir de Huascar. Toutes les dates avant, c'est arbitraire. Voilà. Je préfère vous le dire pour d'honnêteté intellectuelle. Mais voilà, dans toutes les publications, vous les verrez parce que ça nous rassure. On a besoin d'un cadre, comme tout le monde, je pense. Et donc, l'expansion territoriale qui va véritablement débuter de manière pérenne sous Pachacutec, elle aboutit à la création de ce qu'on appelle le Tawantinsuyu,
donc l'Empire des quatre quartiers, qui est un vaste territoire qui s'étend sur un peu plus de 4000 km² du sud de la Colombie jusqu'au centre du Chili et qui comprend Équateur, Pérou, Bolivie, une partie de l'Argentine. Donc évidemment, le territoire est très important, conquis relativement rapidement. Et ça nous permet d'avoir beaucoup de sites archéologiques à fouiller, plus ou moins bon état. On va voir qu'il y a quelques problèmes avec ça, mais ça nous donne quand même des sources. Au niveau archéologique, on a des choses. Alors une question qui a été centrale, qui l'est encore un petit peu, mais qui l'a été plus avant dans la communauté des andinistes, c'est comment, soyons honnêtes, hein, après avoir relativement végété pendant 2 siècles dans la vallée de Cusco, les Incas ont-ils pu connaître une expansion aussi fulgurante? Je vous donne la réponse tout de suite, hein. Il y a eu un bouleversement socio-économique sans précédent qui intervient sous le règne de Pachacútec et qui est l'instauration par ce souverain d'un tribut en force de travail imposé à l'ensemble de la population. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de la chicha, des banquets, on va arriver là tranquillement. Et donc, on va d'abord parler de ce qui fait l'appartenance d'un individu ou d'une communauté de l'Empire véritablement à la société inca. Et donc, on a ce tribut en force de travail, la mita, qui constitue un outil indispensable dans la stratégie de pérennisation des conquêtes incas, parce qu'en fait, elle vient, cette mita, pallier l'absence de concept de nationalité, de citoyenneté qui n'existe pas en fait dans le monde inca. Les communautés qui sont intégrées à l'Empire, elles ne sont déjà pas considérées comme culturellement inca. Le pouvoir central à Cusco tient à ce qu'elles conservent leur singularité culturelle. Et donc, évidemment, un schéma d'intégration comme celui-ci, il ne permet pas à ces populations soumises de se sentir intégrées à la société inca. Elles sont toutes connectées, je vous ai mis une carte du chemin de l'Inca, elles sont toutes connectées, hein, ces communautés par le chemin de l'Inca, mais en fait, elles ne peuvent pas l'emprunter comme elles veulent. La plupart du temps, elles ne peuvent pas quitter un territoire relativement bien défini, hein, qui correspond à leur communauté. Donc, elles sont reliées par un chemin qu'elles n'empruntent pas. Alors, elles n'ont pas le droit d'aller communiquer les unes avec les autres. Donc, pas de citoyenneté, pas de nationalité. Finalement, ce qui va rassembler tout le monde, c'est qu'à l'exception des élites locales, eh bien, tous les membres des communautés assujetties au pouvoir de l'Inca sont soumis aux tribus en force de travail. Et donc, finalement, le seul marqueur véritablement commun d'appartenance à l'Empire Inca, c'est le statut socio-économique d'un individu. Et le statut socio-économique majoritaire dans l'Empire, c'est le statut de tributaire de mitayu, de gens qui s'acquittent de la mita. Alors, un petit point rapide sur la mita, juste pour que vous ayez les données. La mita, c'est un tribut en force de travail, versé collectivement par une partie des membres d'une communauté, au nom de l'ensemble de la communauté. La période de mita, sa durée, elle varie de quelques mois, 2 à 6 mois certainement, en fonction de d'à quelle tâche vous étiez affecté. 2 mois dans les mines, c'était le travail le plus compliqué. Certainement 6 mois pour d'éventuels chantiers de construction, l'agriculture en fonction de votre région de provenance. Les Mitayuks sont intégralement pris en charge par l'État inca durant la période de Mita. Tout est pris en charge. Ils n'ont qu'à fournir leur force de travail. Dès qu'ils quittent leur communauté, ils n'ont plus rien à faire à part se rendre sur leur lieu de travail. Ils sont acheminés par des agents de l'État qui leur donnent absolument tout. Nourriture, vêtements, logement. S'ils sont blessés ou malades, les soins, les médicaments, les outils, les matières premières, tout. Ils partent avec leurs vêtements sur eux, c'est tout. Et tout leur est fourni tout au long de la période de Mita. Et donc, Pachacútec, il impose un service de travail régulier, obligatoire, aux communautés assujetties, ce qui lui permet d'intégrer chaque individu aux activités de subsistance de l'Empire, et donc, par la même occasion, pour lui, de stabiliser des territoires conquis que ses prédécesseurs n'arrivaient pas à garder sous leur coupe. Alors néanmoins, si puissant et important que Pachacútec puisse être, il ne peut pas imposer l'habitat comme ça sans contrepartie. Premièrement, il y a 2 raisons pour ça. Premièrement, parce que dans les Andes, on a une tradition de l'établissement dans une relation de la réciprocité. C'est-à-dire aussi asymétrique que peut être une relation, quand vous instaurez une relation, un individu veut être lié à un autre, il doit donner en échange. Chacun doit recevoir quelque chose. Deuxièmement, la mita, je ne vous le cache pas, a été extrêmement contraignante.
Pour les tributaires, ça modifie en partie leur vie quotidienne, ça requiert de leur part un travail plus important que ce qui était demandé à leur communauté aux époques pré-Inca. Et donc, évidemment, Pachacútec, il doit répondre à son obligation de réciprocité, et en plus, il doit quand même séduire les Mitayuks, hein, leur montrer que l'État Inca, il a autre chose à leur proposer qu'un dur labeur perpétuel. Sinon, évidemment, les populations acceptent relativement mal la Mita. Et donc, qu'est-ce qu'il commence à faire? Eh bien, lui et ses successeurs se mettent à organiser des grands banquets d'État qui étaient spécifiquement destinés aux tributaires, aux Mitayuks. Donc, j'ai tendance à parler d'une politique impériale d'institutionnalisation des banquets d'État, mais en réalité, les banquets, ça existait avant l'époque Inca. La pratique du banquet au niveau local, organisé par les élites locales, c'est documenté archéologiquement aux périodes pré-Inca. Mais si le banquet a été très vite considéré comme comment dire, s'inscrivant dans une forme de continuité sous les Incas, on a des travaux très tôt, dans les années 80-90, on a un certain nombre de chercheurs, on a un article très célèbre de Marais, Castillo et Earle en 96 qui nous dit que le banquet, c'est un des 3 piliers du pouvoir central de Cusco. La question du fonctionnement exact des banquets, elle a été relativement peu soulevée, et notamment en fait parce que ces banquets, on n'a pas tant d'informations que ça dessus dans les chroniques. Ils sont rarement évoqués par les chroniqueurs espagnols. Encore une fois, il faut aussi bien comprendre que les chroniqueurs espagnols ont parfois du mal à différencier, distinguer certains événements festifs, rituels. Il y en a tout au long de l'année. Ça jalonne le calendrier Inca de manière assez importante. Et donc, ils ont des fois du mal à différencier quel événement local ou non local, etc. Donc, en gros, pour eux, il y a des fêtes, on boit de la chicha. Voilà. J'exagère un petit peu, je caricature un peu, mais chez certains, disons qu'il y a une meilleure compréhension chez certains que chez d'autres. Donc les chroniqueurs, ils n'utilisent pas l'expression banquet d'État, mais on a quand même Garcilaso de la Vega qui évoque une loi des dépenses ordinaires qui impliquait notamment, à partir du règne de Pachacútec, l'organisation par l'État ou par l'un de ses représentants locaux, c'est-à-dire les chefs de communauté, ce qu'on appelle les curacas, eh bien, ils doivent organiser un repas partagé avec la population locale plusieurs fois par mois. Et ces événements sont considérés comme des festivités. C'est pas quelque chose qui est dû, ce sont des festivités. Et puis, on a Martine de Mauroy qui, lui, affirme que les banquets, ils avaient déjà lieu avant, sous Inca Roca, qui est le 6e Inca, et qu'à cette époque, l'Inca exigeait déjà qu'un large public y participe. Vous n'aviez pas vraiment le choix. Vous étiez invité de manière assez forcée à venir participer au banquet. Et alors, ce chroniqueur, il porte un regard critique, clairement, sur cette pratique, puisque c'est celui qui est le plus prompt à utiliser l'expression borracheras, les beuveries Inca. Donc, évidemment, il a tendance à le critiquer en disant qu'on se rassemble pour faire des beuveries dans les champs, voilà. Mais ce que j'aime, ce que j'ai trouvé intéressant, notamment dans son témoignage à lui, c'est l'idée d'une présence exigée. L'idée d'une présence exigée, parce que je pense que c'est quelque chose qui est central en fait dans la pratique du banquet à l'époque Inca. Évidemment, c'est pas facile de connaître les règles des banquets pré-Inca, puisqu'on n'a pas de source écrite pour l'époque pré-Inca. Néanmoins, les archéologues ont tendance à considérer que le banquet ne devait pas être obligatoire à l'époque pré-Inca, et que donc les curacas étaient obligés de redoubler d'efforts pour séduire leur communauté, les faire venir au banquet, pour ensuite pouvoir les mettre au travail au niveau local. Ce que je pense, en tout cas, moi, c'est que le banquet, il était obligatoire à l'époque Inca. Ça correspond assez bien avec le fonctionnement du système. Et donc, l'une des caractéristiques du banquet Inca, c'est son obligation. Vous allez y participer à partir du moment où vous remplissez les conditions pour être Mitayu. On parlera peut-être plus tard de ces conditions, au pire dans des questions. L'autre caractéristique des banquets, elle réside dans le menu. Le menu, on servait de la viande de camélidé, du maïs sous la forme de pain réservé aux festivités. Garcilaso appelle ça le pain huminta. Et puis, évidemment, ce qui nous intéresse, la chicha, la bière de maïs qui est issue de la fermentation plus ou moins longue de grains de maïs. Plusieurs techniques, on a déjà parlé pendant les interventions précédentes, donc ce n'est pas le cœur de ma présentation. En gros, ce menu, il est constitué essentiellement de denrées de prestige à haute valeur symbolique pour les populations andines. Et donc, ce menu, il nous est notamment connu grâce au témoignage d'un curaca de l'ethnie Lupaca,
donc une ethnie plutôt du lac Titicaca. Ce Curaca, ce chef local, s'appelle Vilca Cutipa, et son témoignage est enregistré en 1571 lors de la visite générale euh, qui était fréquemment organisée par l'autorité espagnole, ce qui déréglait absolument tout le fonctionnement de la région pendant des jours et des jours, puisque les gens se rassemblaient pour venir témoigner, etc. Mais donc on évitait de faire des visites générales tous les ans, ça déréglait tout. Mais de temps en temps, tous les 15-20 ans, ils font une visite générale. Et donc, Vilca Cutipa, il précise que à l'époque Inca, quand les Mitayouk de sa communauté travaillaient pour l'Inca, eh bien, ils allaient s'acquitter de la mita, ils étaient très bien traités, et régulièrement, on les gratifiait de viande, de maïs et de chicha. Et pour lui, il ne s'agit pas du menu quotidien, hein. Je vous ai dit qu'ils sont pris en charge par l'Inca. Il parle vraiment de quelque chose qui, pour lui, est une récompense alimentaire. Et ça correspond assez bien à l'idée d'un banquet qui sert finalement à s'attacher la force de travail des tributaires. Alors, quand on les nourrit parce qu'ils viennent travailler, c'est pas pour les remercier. On les nourrit parce que l'Inca, c'est son devoir en fait de les nourrir pour le travail. En revanche, le banquet, c'est pour s'attacher la force de travail. Les tributaires viennent participer, ils ont participé au banquet, ils sont obligés d'aller travailler pour l'Inca. Qu'est-ce qui se passe? L'Inca, pendant la période de Mita, il refait un banquet. Alors, les gens, ils participent, hop, ils doivent travailler encore, et ainsi de suite. Et donc, l'Inca organise régulièrement ses banquets parce qu'il entretient comme ça la relation de réciprocité. Il la renouvelle, et donc il renouvelle l'engagement des Mitayouk envers lui de venir travailler. Alors, un élément qui est intéressant quand on regarde ce menu, c'est que finalement, ce qui fait la valeur des denrées consommées, ce n'est pas du tout leur rareté. Point de vue théorique, la viande de camélidé et le maïs, ça ne manque pas dans les zones. Le maïs, qui est nécessaire pour la confection de ces pains ou de la chicha, il est produit en abondance à travers l'Empire. On a une politique de construction ou de réutilisation de terrasses agricoles incroyablement importante dans l'Empire Inca. Ils augmentent la capacité de production de maïs de manière très importante. Du maïs, on n'en manque pas. Pour ce qui est de la viande de camélidé, imaginez-vous que les troupeaux de camélidés qui traînent dans la puna, hein, à 4000, 5000 mètres, c'est l'équivalent des bisons sur le territoire nord-américain. C'est des dizaines, plusieurs dizaines de milliers de têtes qui sont en liberté. L'Inca peut aller piocher librement, sachant qu'il a lui-même des troupeaux qui sont semi-domestiqués, qui sont évalués à certainement 2 à 3 millions de têtes. Donc, vous voyez qu'il ne manque pas de viande non plus. Donc en fait, on ne va pas servir quelque chose qui est rare à trouver. Ce qui va faire la valeur de ces denrées, c'est la régulation de leur circulation et de leur consommation. Et là, effectivement, on a les chroniqueurs qui vont nous expliquer pourquoi ces mets sont précieux. Pedro Pizarro affirme, par exemple, qu'en dehors des élites, eh bien, la viande, elle n'est que rarement consommée par les sujets de l'Inca, et que quand elle était le plus souvent donnée par des seigneurs. On a Garcilaso de la Vega, toujours, hein, lui il est très prolixe, hein, donc on l'utilise assez souvent, qui affirme que la consommation de chicha, et plus généralement d'alcool, hein, elle était interdite dans le cadre privé à l'époque Inca. Ce qui n'est certainement pas le cas aux époques précédentes, mais que les Incas interdisent cette consommation dans le cadre privé. Voilà. Comme d'habitude, le discours Inca qui transparaît à travers les chroniques, il est universel, hein, appliqué à l'échelle de l'Empire, extrêmement strict, très rigide, hein, des règles de consommation difficiles, honnêtement, à faire appliquer en réalité à l'échelle de l'Empire. Mais dans le discours officiel Inca, c'est la règle. L'Inca vous donne la règle, elle est appliquée. Et donc, c'est ce caractère strict des limitations, des interdits liés à ces denrées qui leur donne une valeur symbolique importante. Néanmoins, si Vilca Cutipa, il a l'air de mettre sur le même plan la viande et la chicha, personnellement, je pense qu'il faudrait opérer une distinction entre la viande et la chicha qui implique en fait une hiérarchisation de leur valeur symbolique réelle aux yeux des Mitayouk et aux yeux des autorités incas, et notamment parce qu'en fait, l'archéologie ne valide pas véritablement l'égalité entre chicha et viande. Du point de vue archéologique, je vais parler pour de choses qui se vérifient, en tout cas qui s'appliquent à l'échelle de l'Empire, mais je prends que quelques exemples parce qu'on n'a pas le temps de s'amuser sur tout l'Empire. Du point de vue archéologique, la consommation de viande, par exemple, à travers l'Empire, elle semble varier d'une région à l'autre. Dans les Andes du Sud, je vous ai mis deux exemples. Les Andes du Sud, vallée de Calchaquí à droite, et les Andes centrales, vallée de Yanamarca à gauche. Dans les Andes du Sud, on prend l'exemple des vallées de Calchaquí, on est au nord de l'Argentine. Je choisis la vallée de Calchaquí parce que c'était très fouillé, donc c'est très documenté archéologiquement.
C'est une région fortement développée par les Incas sur le plan agricole et qui se caractérise donc par une présence accrue de Mitayouk, de tributaires, à l'époque Inca. On va comparer deux sites, un site Inca, un site pré-Inca, qui sont voisins de cette vallée. Je vous les ai soulignés en rouge sur la carte. Donc Potrero de Payogasta et Valdés. Potrero de Payogasta, c'est un site Inca. Valdés, site pré-Inca. Et donc, si on compare les traces d'abattage de camélidés découvertes sur ces deux sites, eh bien, on constate que les quantités d'ossements de camélidés, elles sont moindres sur le site Inca de Potrero de Payogasta que sur celui de Valdés. On a, pour vous donner une idée, pour 1 mètre cube, la densité d'ossements qu'on retrouve à Potrero de Payogasta, c'est 0,26 kg, alors qu'à Valdés, c'est 2,5 kg. Vous voyez qu'il y a une vraie différence dans l'abattage. Donc, abattage plus important à Valdés et surtout à Potrero de Payogasta, quand on regarde les ossements retrouvés, l'abattage n'était réalisé qu'au moment où les animaux avaient un poids de viande optimal, donc entre 2 et 4 ans pour un camélidé. Alors que sur le site de Valdés, les quantités d'ossements sont plus importantes et l'abattage concernait également des animaux plus âgés. Alors là, on est dans des sociétés de caravaniers où la pratique de la caravane est très développée. Donc, si on a des animaux plus vieux qui sont abattus, c'est certainement qu'ils ont fait leur temps en fait dans les caravanes, qu'ils n'ont plus la forme pour ça et donc on va les consommer. Donc, si on prenons cet exemple de ces deux sites, on compare un site Inca, un site pré-Inca, dans la partie sud de l'Empire, qui est pourtant la partie la plus riche en camélidés de tout l'Empire, l'archéologie confirme, en tout cas à certains endroits, une tendance à la baisse de consommation de viande à l'époque Inca. Donc, effectivement, peut-être que cette viande a une valeur symbolique très forte à l'époque Inca. Le problème, c'est que quand on regarde dans les zones centrales, qui est une zone plus étroitement contrôlée par l'État Inca, on ne trouve pas les mêmes résultats. Si on prend l'exemple de la vallée de Yanamarca, alors là, c'est une région qui est très fortement impactée par la présence Inca, notamment parce qu'en fait, c'est une région où on va avoir toutes les Andes, toute la partie montagneuse du Chinchasuyu, donc la partie nord de l'Empire, le quartier nord, c'est là où on va retrouver le plus grand nombre de sites administratifs Inca. Parce qu'en fait, les populations qui étaient là avant, il n'y avait pas de grand pouvoir politique, c'était beaucoup de petites populations dispersées. Donc l'Inca va rassembler tout ce petit monde et il va faire sortir de terre des centres administratifs très importants. Et donc, près du centre administratif d'Atunrauja, un des plus grands de l'époque Inca, on a des sites. Je vous ai mis tous ces sites à gauche. J'ai mis une couleur à chacun pour plus facile parce que les noms se reforment, donc pour les différencier, c'est plus simple. Si on étudie les ossements retrouvés sur les sites de Tunanmarca, Umpamalca et Atunmarca, on constate qu'on a une augmentation de l'abattage de camélidés à l'époque Inca, comparé aux sites locaux qui sont plus hauts en altitude, qui datent de l'intermédiaire tardif, c'est-à-dire de la période pré-Inca. On parle d'une zone qui est plus densément peuplée, à la vallée de Yanamarca que celle de Calchaquí. Donc, on peut se dire qu'en fait, on a plus d'abattage parce que l'État, il doit fournir plus de viande pour plus de Mitayouk. Le problème, c'est que quand on regarde dans le détail les structures qui sont fouillées, eh bien, c'est seulement dans des espaces domestiques non liés à l'élite qu'on a une augmentation significative de l'abattage des animaux. Donc, en gros, dans le cadre privé et des gens du peuple, pas des gens qui font partie de l'élite. Et donc, en gros, c'est dans un contexte totalement indépendant des activités de l'État Inca qu'on a le plus d'abattage à cette époque. Ce qui laisse penser que donc, dans la vallée de Yanamarca, on a une augmentation de la consommation de viande dans le cadre privé à l'époque Inca, ce qui contredit le discours des chroniqueurs. Donc, on a l'archéologie qui vient ici au moins nuancer la radicalité habituelle du discours Inca enregistré dans les chroniques et qui remet en question l'universalité des affirmations des chroniqueurs qui ont souvent tendance, on le remarque, à généraliser en fait une situation régionale à tout l'Empire. Parce que ces chroniqueurs, ils n'ont pas toujours voyagé dans tout l'Empire, justement. Et souvent, se sont baladés à travers certaines régions, ils ont observé des choses, et dans leurs chroniques, ils n'ont pas le temps de faire la petite subtilité entre chaque région. Donc, ils disent ce que j'ai observé là, ça s'applique partout. Et donc, ils ne précisent pas qu'ils l'ont observé là. Nous, on sait où ils ont voyagé, mais eux, ils ne le précisent pas toujours. Et donc, ils font faire des généralités. Donc, la consommation de viande de camélidés, elle est inégale à travers l'Empire. Et elle ne baisse pas forcément à l'époque Inca. En ce qui concerne le maïs,
on a tendance, hein, les données archéologiques et ethno-historiques ont l'air de plutôt concorder pour aller vers une augmentation générale à l'échelle du Tawantinsuyu de la consommation de chicha, mais dans un cadre impérial, hein, sous l'effet de la politique impériale. Alors, on a des chroniqueurs qui insistent sur l'importance symbolique que revêtait la chicha pour le pouvoir inca, sur le fait qu'elle était produite dans l'optique d'être systématiquement consommée dans un cadre strictement ritualisé, encadré par l'État. Nahuan de Betanzos, par exemple, il évoque le fait que Pachacutec instaure un rite de prise de possession d'un territoire conquis qui impliquait, entre autres, d'offrir de la chicha aux figures d'autorité locale. Donc là, consommation de chicha dans un cadre ritualisé par l'État inca. Pedro Cieza de León, qui aime beaucoup décrire les fêtes incas, nous fait une description détaillée de l'Inti Raymi, la fête du soleil, la fête d'Inti, qui avait lieu en juin. Et dans sa description, il nous explique que de grandes quantités de chicha étaient consommées sur la place centrale de Cusco, la place Ocaipata, c'est pour ça que je vous ai mis un petit plan, celle qui est en orange, et consommée par l'Inca et l'ensemble des délégations qui étaient venues de tout l'Empire. Hein. Donc encore une fois, consommation de chicha dans un cadre ritualisé, encadré par l'État inca. Et puis on a Huaman Poma de Ayala, qui met en avant dans sa chronique, notamment dans ses illustrations, c'est une de ces illustrations que vous avez là, la force symbolique associée à l'échange de boissons, au fait de boire ensemble, et il dessine souvent des scènes où l'Inca ou des membres de la noblesse Inca boivent avec Inti. Ils adressent leur verre à Inti, et ils boivent avec le soleil. Encore une fois, on a des représentations qui ne concernent que les élites Inca et qui sont associées à des cérémonies purement Inca. Donc, dans les chroniques, on insiste vraiment sur cet encadrement de la consommation de chicha, mais qui aurait tendance à être relativement fréquente. L'archéologie confirme en partie cette tendance à l'augmentation de la consommation de chicha à l'horizon tardif, donc à l'époque Inca, dans un cadre contrôlé par l'État Inca. Un élément important qui plaide en faveur de ce contrôle, cette augmentation contrôlée, c'est la production céramique strictement Inca, qui est diffusée à travers l'Empire et qui fait la part belle à des formes associées à la consommation de boissons et notamment de chicha. On a, là je vous ai mis des ourpous, donc on a deux formes principales qui sont vraiment celles qui sont associées à la production inca. L'ourpou, donc une jarre à panse globulaire avec un col assez long, un bec, ça arrive qu'il y ait des becs verseurs, mais en général pas toujours, mais en tout cas avec les lèvres évasées, qui rend le service assez facile. Alors on les reconnaît bien, hein, c'est ceux que vous voyez tous en haut, parce qu'il y a souvent une petite protubérance en haut de la panse, juste avant le col, en général en forme d'une forme de tête zoomorphe. Et puis on a les anses, deux grandes anses sur les côtés, deux petites juste en dessous des lèvres, qui servent en fait à passer des cordes à l'intérieur pour le transporter sur le dos. Ça permet de l'accrocher autour. Les Incas, évidemment, on a les lamas pour transporter des choses. Accrocher des ourpous sur les lamas, c'est pas hyper pratique, donc ils transportent ça à dos d'homme. Donc on a l'ourpou qui est vraiment la céramique Inca par excellence. On en retrouve partout. Elle est diffusée de manière extrêmement importante à travers l'Empire. Sur tous les sites, vous en retrouverez. Qu'elle soit bien conservée ou très fragmentée, vous en retrouverez partout. Et puis on a les kéros. On se peut embêter, il n'y a même pas de terme quechua ou quoi. On a repris les termes de dénomination grecque. Hein. Hop. En céramique ou en bois, qui servent à boire, hein, vous l'aurez compris, ce sont des gobelets, hein, en gros. Ils ont des équivalents en or et en argent, mais qui, dans ce cas-là, ne sont pas appelés kéros, sont appelés akuyas, et qui servent notamment, dès qu'on a des cérémonies où l'Inca est là, lui, il boit quasiment que dans des akuyas. En or, il ne va pas boire dans un kéro en céramique. Ça peut arriver, hein, mais il faut vraiment que la personne avec qui il boit, voilà, il y a quelque chose de particulier. Et donc, ce qui est intéressant quand je vous parlais de l'importance de boire, d'échanger de la boisson, c'est que ces kéros sont souvent fabriqués par paires. Et on le sait parce qu'en fait, le décor est identique sur les deux. Et donc, on ne va pas avoir deux paires identiques. C'est-à-dire qu'on a une paire. On peut retrouver un kéro au nord du Chili, dans une tombe, un autre dans la vallée sacrée à Cusco. Il y a certainement eu un lien, soit entre les deux individus, soit entre les deux communautés. Mais en tout cas, il y a cette idée de l'échange. On les produit par deux. Parce que l'échange de boissons est très important. Et puis, toujours du point de vue archéologique,
Sur le terrain, on a tendance à observer une réduction assez drastique des capacités de stockage de maïs sur les sites dirigés par des élites locales, au profit d'un stockage qui serait contrôlé par l'État inca directement. Ça, on l'observe dans la vallée de Sinti, dans la zone du sud, on l'observe dans les zones centrales, sur les sites Huanca, les sites Sausa. Pourtant, sur le territoire Sausa, dans la région donc, du grand centre administratif d'Atun Raora, que vous avez vu sur la carte un peu avant, les analyses isotopiques qui sont réalisées sur les restes des populations locales témoignent d'une augmentation importante de la consommation de maïs. Donc, en fait, certainement sous la forme de chicha, parce que c'est une région où on a beaucoup de Mitayouk. Beaucoup de gens qui sont mis à contribution très souvent pour la Mita. Ils ont une consommation plus élevée qu'avant, alors que les chefs locaux ne maîtrisent plus le maïs pour la Mita, pour la chicha. Donc, en fait, ce maïs, ils le tirent d'où? Ils le tirent de l'État inca, qui les régale pendant les banquets. Alors, on a quand même des contre-exemples. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est dans la vallée de l'Utah. On est au nord du Chili, dans une zone où on a très, très peu de Mitayouk. En fait, c'est une zone où on a très peu de population mise à contribution par l'État inca, parce que l'État inca n'a aucun projet dans cette zone. Il a fait la conquête du territoire parce que le territoire était devant lui, mais il n'a aucun projet dans cette zone, très peu. Et donc, on a eu des analyses de coprolite qui ont été réalisées par Dorsey et Vinton, qui ont été publiées en 2009, qui montrent qu'on a une baisse de la consommation de maïs, certainement sous forme de chicha, dans cette zone-là. 48 coprolites ont été prélevés sur 6 sites différents, 23 en contexte inca, 25 en contexte pré-inca. Et si on compare, eh bien, on constate une baisse de la consommation de maïs. En fait, on ne trouve plus l'amidon lié au maïs, on va trouver de l'amidon qui est plus lié à des tubercules des hautes terres. Donc les Incas, ils ont capté le maïs qui était consommé localement, ils l'ont emmené ailleurs, dans des endroits plus stratégiques en fait pour eux, et par contre, ils ne laissent pas mourir les populations de faim. L'Inca, il a quand même un devoir moral envers des populations. Dès qu'il y a un problème dans l'Empire, si les gens ont accepté d'intégrer l'Empire, l'État doit toujours les soutenir en cas de catastrophe naturelle, de famine ou autre. Donc l'Inca, il fait venir les tubercules des hautes terres, et ces gens ne meurent pas de faim, mais ils consomment moins de chicha. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne les met pas à contribution dans le cadre de la mita. Donc, ils ne consomment pas de chicha, ou moins qu'avant. Ce qui prouve bien que la consommation de chicha, elle est réalisée dans un cadre qui est vraiment encadré, si vous voulez, par l'État inca, justement. Donc, si on fait un petit constat, le croisement des données historiques et archéologiques plaide en faveur d'une consommation de chicha au sein de l'Empire inca, qui est beaucoup plus encadrée par le pouvoir central de Cusco que celle de la viande. Et donc, je considère que si elle est plus encadrée par l'État, c'est certainement que la valeur symbolique de la chicha est plus importante que celle de la viande, notamment lors des banquets incas. Ça expliquerait en partie pourquoi les chroniqueurs parlent de beuverie. Parce qu'en fait, ce dont raffolent les Mitayouk, c'est la chicha. Ils ne viennent pas au banquet pour manger de la viande. Alors, ils en profitent au passage, mais ils viennent surtout pour s'enivrer, pour la chicha. C'est ça qui les intéresse. Et ce qui est intéressant avec ce rôle central finalement de la chicha, c'est que, ce rôle devait avoir, un impact sur la logistique déployée par l'État inca pour organiser les banquets. Et donc, on va maintenant tenter de raisonner un peu sur les impératifs qui s'appliquaient. Qu'est-ce que le fait de devoir consommer de la chicha nous donne comme indice sur les lieux de banquet, sur où ça pouvait être organisé, dans quel contexte. Et il y a un lieu, une institution qui pour moi est centrale dans cette production de chicha, c'est ce qu'on appelle l'Aklawasi. Je vais vous en parler. Donc les banquets d'État, je vous l'ai dit, ils ont une fonction, c'est établir une relation de réciprocité entre l'Inca et ses sujets qui remplissent les conditions pour être mitayo, c'est-à-dire qu'ils sont mariés. Tant que vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas mitayo. C'est-à-dire que même normalement, à 45 ans, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas mitayouk. Mais bon, à mon avis, dans ce cas-là, on vous incite à vous marier. Parce que chez les Incas, on n'a pas beaucoup dans les chroniques de témoignages de gens qui ne sont pas mariés passé 25 ans. Mais globalement, voilà, ce sont les gens mariés qui vont s'acquitter de la mita et qui n'ont pas de handicap, qui n'ont pas de maladie chronique, ce genre de choses. Ça, ce sont des gens sinon qui seront pris en charge. Ou les veuves ne travaillent pas non plus. On considère que, sauf si elles se remarient, là, elles vont travailler. Et donc, la relation qui est établie entre l'Inca et le Mitayouk, elle est d'ordre économique et surtout, elle est éminemment asymétrique. Il faut bien se rendre compte que l'investissement consenti par l'Inca à l'échelle d'un individu
c'est très très peu par rapport à ce que l'Inca reçoit en échange. C'est-à-dire il va recevoir plusieurs mois de travail à chaque période de mita de la part d'un individu. Lui, il va juste lui organiser un banquet de temps en temps. Vous voyez bien que c'est assez asymétrique comme relation. Et donc, cette asymétrie de la relation, elle doit se ressentir dans la cérémonie, dans le banquet. Et ça tombe bien parce qu'on a le chroniqueur Juan de Betanzos qui nous explique que l'Inca présidait souvent des banquets. Il ne donne pas d'occasion spécifique, il ne dit pas avec qui, mais il présidait souvent des banquets depuis ce qu'on appelle un nouchnou, installé sur une grande place. Alors un nouchnou, je vous ai mis des photos là, c'est une plateforme qui peut comporter un ou plusieurs degrés et qu'on retrouve souvent sur les places centrales des sites Incas et qui, dans le cadre des banquets d'État, permet à l'Inca de surplomber en fait la foule, de dominer les Mitayouk. Il établit la relation asymétrique avec eux, mais il y a quand même une relation. Il boit avec eux, hein, mais il est en surplomb. Et donc, l'Ushnu, c'est un indice important pour déterminer quels sont les lieux de banquet. Problème, si vous allez dans les Andes visiter quelques sites, vous verrez que des Ushnus, vous en trouverez partout. Quasiment tous les sites Incas, il y a un Ushnu. En plus, qui des fois peuvent prendre des formes de petits bassins, etc. Mais des Ushnus, des plateformes, on en trouve vraiment sur énormément de sites. Et beaucoup de sites, en fait, qui ne sont pas du tout liés, qui ne sont pas administratifs, qui ne sont pas liés à l'organisation de la Mita, qui ne devaient jamais accueillir de Mitayouk durant la période Inca. Donc, l'Ushnu, ça ne peut pas être le seul critère. Un Ushnu, si vous trouvez un Ushnu, vous ne pouvez pas vous dire, sur ce site, c'est sûr qu'il y avait des banquets. Et donc, qu'est-ce qui est à creuser? Le besoin de chicha. Comment on produit la chicha? Où on la produit? Vous trouvez où on la produit, vous trouvez où ont lieu les banquets. Parce que les Incas, s'il y a une chose chez les Incas qui est très importante, c'est le pragmatisme. Ils ne s'amusent pas à produire de la chicha à Cusco pour l'emmener dans le nord de l'Empire. Ils produisent de la chicha dans le nord de l'Empire pour la consommer sur place. Et ils font ça, ils réduisent au maximum le transport de marchandises dans tous les domaines. Pourtant, ils transportent, hein, ils ont un chemin de l'Inca extrêmement développé, ils vont transporter beaucoup de choses, mais ils ne transportent que ce qu'ils ont besoin de transporter. S'ils peuvent s'arranger pour ne pas transporter, ils ne transportent pas. Il y a vraiment un pragmatisme assez rigide chez eux. Il y a un souci d'efficacité. Et donc, question centrale pour comprendre où ont lieu les banquets, qui prépare la chicha? Et là, un principe, je vous explique très rapidement, dans la société Inca, on a ce qu'on appelle des maîtres, des experts dans chaque domaine. Ce sont ce qu'on appelle des kamayok. Kamayok, c'est l'expert. Et donc, en général, quand vous êtes expert de quelque chose, vous êtes quelque chose kamayok. Par exemple, vous êtes kipu kamayok, vous êtes un expert des kipus. Les quipus, c'est les instruments de comptabilité Inca, vous avez des cordelettes tordues, etc., avec plein de nœuds. C'est pas du tout le sujet aujourd'hui, mais voilà. Donc, kipu kamayok, expert des quipus. Vous êtes un kumpi kamayok, vous êtes un expert des kumpis, un maître des kumpis. Donc, les kumpis, ce sont les textiles précieux, comme celui que je vous ai mis ici. Dans les chroniques, il n'y a jamais de mention à des chicha kamayok. Pourtant, il y a un rôle essentiel de la chicha dans la société Inca, pas de chicha kamayok. C'est quand même relativement étrange. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, il y a une catégorie d'individus dans la société Inca qui sont des chicha kamayok, qui sont en même temps des kumpi kamayok, des gens qui touchent à tout. Et pourquoi il n'y a pas de chicha kamayok? Parce que ce sont des femmes. Parce que ce sont des femmes. Et dans les chroniques espagnoles, les activités liées aux femmes, elles sont minorées. Sont minorées. Par exemple, les femmes, c'est elles qui vont assurer l'essentiel du commerce chez les Incas. Quasiment rien sur le commerce dans les chroniques. Les Espagnols, ils se sont intéressés aux activités masculines. Et c'est ça qui les a le plus intéressés. Alors, on parle de la guerre tout le temps dans les chroniques Incas. Vous avez l'impression que les Incas, ils sont en guerre systématique et que c'est la plus grande armée du monde. La plus puissante, c'est pas le cas. Enfin, ils sont très nombreux, hein. Ils ont la force du nombre, mais c'est tout. Stratégiquement, ils sont pas meilleurs que les autres. 90% des effectifs de l'armée, c'est des effectifs amateurs, ce sont même pas des guerriers professionnels, mais dans les chroniques, on parle de la guerre tout le temps. Les femmes, on en parle peu. Pourtant, on a ce qu'on appelle les aklas, les femmes choisies, qui, dans les faits, quand on voit leur activité quotidienne, ce sont des chicha kamayok et des kumpi kamayok. Elles produisent de la chicha et des vêtements précieux, en grande quantité. Et certaines d'entre elles sont même épouses du soleil, pour celles qui vivent à Cusco, qui sont recluses à Cusco, si vous voulez, ou de l'Inca, et puis certaines sont offertes comme épouses à des dignitaires locaux. Huaman Poma de Ayala, Martin de Murua, Pedro Cieza de León, Polo de Ondegardo, ils sont tous d'accord sur le fait que l'expertise des Aklas dans la production de chicha, elle est inégalée dans l'Empire. Pourtant, ils vont quasiment tout le temps dans les chroniques mettre en avant la fonction théoriquement religieuse des Aklas. Parce qu'en fait, ils associent l'Aklawasi
L'Aklawasi, vous vous souvenez, Intiwasi, maison d'Inti, Aklawasi, la maison des Aklas, donc la maison des femmes choisies. Pour eux, les Aklawasi, c'est des couvents. Ils ont observé les Aklawasi. On a un groupe de femmes qui vit à l'écart de la société, recluses, c'est des couvents. Voilà. Et ils font souvent la comparaison d'ailleurs dans les chroniques. Et donc pour eux, couvent, et puis comme en plus celles de Cusco, elles sont épouses du soleil, ah bah, couvent et fonction religieuse. Donc ils minorent l'activité économique des Aklas. Pourtant, en fait, je comprends pourquoi ce qui s'est passé dans leur tête, je pense le comprendre en tout cas. Ce qui nous aide à comprendre le rôle des Aklas, c'est une distinction qui est opérée par Garcilaso de la Vega dans sa chronique. Il va faire une distinction entre les Aklas de Cusco, dont il précise bien qu'elles sont épouses du soleil, et les Aklas de tout le reste de l'Empire qui ne sont pas épouses du soleil. Et cette distinction, pour moi, elle est fondamentale pour comprendre en fait l'évolution de l'Aklawasi au fil de l'histoire inca. En fait, quand Cusco existe, je vous ai dit, fondation de Cusco, fin 12e, début 13e, il va y avoir un premier Aklawasi qui est fondé. Ce sont ces femmes qui sont épouses du soleil, potentiellement épouses de l'Inca. Ce sont souvent des parentes de l'Inca. On leur fait confiance. Donc, au-delà de leur rôle religieux d'épouse du soleil, elles vont aussi être celles qui préparent la chicha et qui préparent le repas de l'Inca. Parce qu'on ne laisse pas n'importe qui préparer le repas de l'Inca, sinon vous pouvez l'empoisonner facilement. Donc, ces Aklas de Cusco, qui ont un rôle religieux, elles sont les cuisinières de l'Inca et les préparatrices officielles de chicha. Mais quand l'Inca, Pachacutec en l'occurrence, commence à étendre de manière importante l'Empire, il va fonder des Aklawasi dans tous les grands centres administratifs. Quel est l'intérêt véritable d'avoir des épouses du soleil loin de Cusco, alors que finalement, leur potentiel à mari, l'Inca, il est à Cusco. Parce qu'en fait, les Aklawasi provinciaux, la fonction religieuse, elle est mineure. L'intérêt, c'est la fonction économique. C'est leur capacité à produire de la chicha et des textiles précieux qui va être mise en avant. Et donc, on avait un Aklawasi à l'origine de Cusco qui est toujours religieux, et des Aklawasi provinciaux qui sont économiques, qui sont des centres de production économique. Alors, je n'irais pas, comme certains de mes collègues, jusqu'à dire que c'était de l'industrie textile, genre des usines textiles, les Aklawasi, mais c'est vrai qu'il y a une production importante. L'Inca, déjà, il porte un vêtement une seule fois dans sa vie, tous les jours. Donc, il a un vêtement différent tous les jours de sa vie. Alors, donc, vous vous doutez bien déjà que c'est ce qu'il produit. Et en plus, il en offre en quantité assez importante à ses chefs locaux. Donc, évidemment. Ouais. Donc, l'Aklawasi provinciale est une institution économique. Et c'est l'expertise culinaire et artisanale des Aklas qui est exploitée par les Incas, et notamment lors des banquets d'État. Et donc, si les seules personnes dont on est sûr qu'elles produisent de la chicha dans l'Empire, ce sont les Aklas, ça veut dire que les banquets d'État, ils doivent avoir lieu près des Aklawasi, près de là où on peut produire. Alors, le problème pour nous, c'est qu'on a énormément de centres urbains, de centres administratifs Incas qui ont été soit totalement détruits à l'époque espagnole, soit, le plus souvent, partiellement ou totalement remaniés. Et donc, en fait, on a les villes modernes aujourd'hui qui sont sur les sites, qu'on ne peut pas fouiller. C'est un peu dommage. Néanmoins, on a encore quelques sites qui vont regrouper les quelques caractéristiques dont je viens de vous parler, des sites qui sont impliqués, dont on sait qu'ils sont impliqués dans l'organisation de la MITA, parce que c'est déjà important de le savoir, qui comprennent des structures de stockage importantes pour le maïs, qui possèdent une grande place centrale avec un oufnou, et une place centrale qui en plus serait bordée par un Aklawasi. Ça commence à faire pas mal de critères, donc c'est plutôt bien pour resserrer la recherche. Et là, j'ai quelques sites à vous proposer qui me semblent, pour moi, des bons candidats pour avoir accueilli les banquets d'État. On a le site de Huánuco Pampa. Je vous ai mis la carte des Aklawasi à peu près identifiée à gauche. Donc Huánuco Pampa, vous voyez, on est dans les Andes centrales. Et on sait que c'est un site qui jouait une fonction importante dans l'organisation de la MITA, puisque les Curaca de l'ethnie Chupaichu, de la même région, pendant la visite de 1549, ils affirment avoir envoyé à l'époque Inca de très nombreux tributaires vers Huánuco Pampa pendant la MITA. Et si vous regardez le site, vous regardez comment il est organisé, en vert, vous avez la place centrale, Louchnou au milieu, vous avez l'Aklawasi qui le borde au nord, l'Aklawasi est en rouge, et puis vous avez les structures de stockage importantes toutes au sud du site. Les conditions sont plutôt remplies. L'Aklawasi, il a été fouillé notamment fin des années 70 par Maurice et Thompson. Et vous voyez que c'est un bâtiment. Je peux comprendre l'idée du fait qu'on pense que les Aklas soient cloîtrés. On a une seule entrée devant, toute petite entrée. C'est le seul accès. Et vous ne pouvez pas sortir par un autre endroit. Et en plus, on a retrouvé dans cet Aklawasi tout ce qui était nécessaire au niveau céramique pour la préparation de la chicha. Donc, évidemment, c'est l'architecture nous dit que c'est un Aklawasi. On y retrouve le matériel nécessaire pour la chicha et on est sur un site qui présente toutes les caractéristiques idéales pour un banquet.
Ça nous laisse penser que Huánuco Pampa, vraiment, c'est un site dont on est relativement sûr. Il y a un autre site que, personnellement, je trouve est vraiment adapté, c'est Pumpu. On est un peu au sud, on va être à 180 km au sud de Huánuco Pampa, toujours dans la zone centrale. Là, je me base principalement sur les fouilles de Matos Mendieta des années 90, où on voit que l'organisation du site, elle est exactement la même. Place centrale, Louchnou au milieu, Laklawassi au nord et les structures de stockage, les Kolka au sud, sud-ouest. Donc, ça présente la même chose. Alors, Pumpu, c'est un peu plus difficile d'en parler parce que on sait que c'est un site qui joue un rôle important dans l'organisation de la MITA pour ce qui est des populations autour du lac Chinchaycocha. Néanmoins, faut pas se tromper dans les chroniques parce que les chroniqueurs l'appellent Pumpu ou Bombon. Donc, si vous tombez sur Bombon dans certaines chroniques, c'est Pumpu en fait. Mais il faut le savoir. On le sait parce que quand ils listent les sites et leur emplacement géographique, ils vont lister Pumpu ou Bombon, ou des fois ils disent Pumpu ou Bombon. Donc là, c'est pratique. On sait que c'est vraiment celui-ci. Mais en tout cas, ils le situent au même endroit. Donc on sait que c'est le même site. Et là, si vous avez une petite vue satellite, vous voyez vraiment que la configuration du site, elle est semblable. Les dimensions ne sont pas exactement les mêmes. Le Louchnou de Huánuco Pampa est beaucoup, beaucoup plus grand que celui de Pumpu, mais l'organisation du site, elle est la même. Je n'irai pas jusqu'à dire que la Clawassi est toujours située au nord d'un site administratif Inca parce qu'on n'a pas assez de sites pour comparer, mais quand on voit ces deux-là, on peut se dire potentiellement pourquoi pas. Ça, ce sont des sites qui sont sortis de terre à la demande des Incas. Ils ont créé des sites parfaitement adaptés à leur politique. Mais ils ont aussi réoccupé des sites qui n'étaient pas à eux. Des sites pré-Inca. Hein. Et s'il y en a un que je trouve extrêmement intéressant, c'est celui de Pachacamac. Alors juste, je vous remets la carte. Vous voyez Pachacamac, on est toujours dans la partie rouge de l'Empire, le Chinchasuyu, mais on est cette fois sur la côte, on est sur la côte sud-centrale du Pérou. Donc là, on est plus du tout dans la montagne, on est sur la côte désertique. Si vous allez un jour au Pérou, si vous êtes déjà allé, vous savez que c'est une bande de désert de 40-50 km de long jusqu'aux vallées où vraiment, voilà, ça nous change beaucoup du paysage inca de la vallée de Cusco. On a ce site de Pachacamac qui est réaménagé par les Incas, à l'époque Inca. Alors, une chose importante, évidemment, Pachacamac, c'est un sanctuaire. On a l'oracle de Pachacamac qui est le plus puissant de toutes les Andes. Et donc, les Incas, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, ils font la conquête du site, ils construisent un Intihuasi, un temple du soleil, sur le point le plus élevé possible du site, pour montrer que, c'est la photo que je vous ai mis en bas à droite, là, je ne sais pas si vous voyez bouger, l'Intihuasi domine tout le site. Donc, Inti domine Pachacamac. Ça, c'est l'idée qu'on veut envoyer aux pèlerins qui viennent en pèlerinage sur le sanctuaire. Construit cet Intihuasi, qui est assez impressionnant, honnêtement. Si vous allez sur le terrain, vous verrez, il est vraiment, vraiment très grand. Et puis, il réaménage une grande place, la place des pèlerins, que je vous ai mis en bleu, qui est reliée facilement par des rues qui sont déjà préexistantes à des pyramides pré-Inca qui sont là. On ne trouve pas d'Ushnu Inca sur le site, mais on a plein de pyramides pré-Inca qui en fait sont tout à fait adaptées pour jouer le rôle d'Ushnu, pour que l'Inca ou les élites qui le représentent surplombent en fait la foule de la place des pèlerins. Et puis, qu'est-ce qu'ils ajoutent? En jaune, je vous ai mis un Aklawassi. Pourquoi installer un Aklawassi? Sachant qu'encore une fois, l'Inca venait assez rarement à Pachacamac. Il venait quand même l'interroger, hein, ou il envoyait des gens l'interroger pour lui, l'oracle. Mais globalement, l'Aklawassi, il est là. Pourquoi? Parce que Pachacamac, c'est le sanctuaire le plus attractif de la côte sud-centrale du Pérou. Et quand vous êtes dans la partie sud du Chinchasuyu, ou même l'autre, comment dire, sur la côte du Kuntisuyu, mais le Kuntisuyu, sur la carte, c'est la partie en orange, les populations sont beaucoup moins organisées que dans la partie nord de cette côte. Dans la partie nord, on a des grands pouvoirs politiques, Chimu, etc. Eux, ils n'ont pas besoin de l'aide des Incas pour mobiliser. Ils vont mobiliser au nom de l'Inca. Et dans la partie sud, on a Pachacamac qui accueille régulièrement plein de pèlerins. Eh bien, que font les Incas? Ils organisent des banquets d'État grâce aux Aklawassi qui produisent la chicha. Et ils n'ont même pas eu besoin de construire des Ushnus. Il y a toutes ces pyramides à rampe pré-Inca que je vous ai mis comme là-haut. Et les cours qui les jouxtent ont été fouillés. Et on y retrouve quoi? Des traces de restes alimentaires et des fragments d'ourpu Inca. L'ourpu étant vraiment la céramique utilisée pour la chicha. Les indices nous laissent à penser qu'il y avait effectivement donc banquet d'État à Pachacamac. Donc sur des sites pré-Inca, ça peut arriver aussi. Les Incas vont réadapter ces sites. Donc pour conclure, les différents éléments présentés ici permettent de mettre en lumière le rôle central de la consommation de chicha dans le mécanisme de captation par l'Inca de la force de travail des tributaires à travers l'Empire. Le pouvoir Inca, il s'accapare par la loi
la possibilité de produire la chicha et d'organiser des événements, les banquets d'État, durant lesquels cette chicha est consommée. Et ce pouvoir inca, il séduit clairement les Mitayouk grâce à ces banquets dont l'attractivité repose essentiellement sur le fait qu'ils peuvent s'enivrer en consommant la chicha qui coule à flot. Alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire dans le cadre privé. Donc évidemment, c'est des événements qu'on ne rate pas. Et pour pouvoir organiser ces banquets, le pouvoir inca, il met en place une logistique qui repose sur l'installation d'un aklawasi, une maison des femmes choisies, au sein de sites administratifs qui sont stratégiquement implantés sur le territoire des populations à mettre au travail. Ces ACLA, ce sont des experts de la production de chicha au service de l'État inca. Et donc, si elle est centrale dans la stratégie impériale d'instauration de la mita, eh bien, la consommation de chicha, elle constitue pour nous aujourd'hui, les chercheurs, également un élément majeur de réflexion en ce qui concerne l'organisation des banquets d'État inca. Et je termine sur un dernier point bonus, je vous le dis juste là, quelque chose que j'ai développé dans ma thèse. C'est encore une théorie, donc j'en travaille encore dessus. Mais j'aime bien utiliser l'expression séduire les tributaires. Alors, on les séduit avec la chicha, évidemment, pour capter leur force de travail. On peut pousser un peu plus loin cette idée d'une séduction, puisqu'on a Waman Poma de Ayala, qui, alors lui, dans sa chronique, il évoque pas moins de 12 catégories différentes d'ACLA, dont une comprend des jeunes femmes qui assurent le service lors des festivités. Alors, il ne dit pas quelle festivité, mais il dit on a des jeunes femmes, des jeunes ACLA qui assurent le service. Et puis, toujours lui, et Martine de Mouroua affirme que les ACLA, Martine de Mouroua parle d'ACLA de rang inférieur, donc les équivalentes à celles qui font le service, ne devaient pas entretenir de relations avec des hommes et que celles qui commettaient le péché de chair étaient sévèrement punies. Alors évidemment, ils me disent toujours, alors il y a la loi, mais ça n'arrive jamais. Chez les Incas, il y a plein de lois qui punissent tout, mais ça n'arrive jamais. Donc c'est comme partout, hein, s'il y a des lois, c'est qu'il y a des crimes, hein, des crimes, en tout cas considérés comme des crimes. Et donc, une théorie que j'ai avancée, c'est qu'il est possible qu'au-delà de la chicha, les ACLA qui faisaient le service aient elles-mêmes servi à séduire une sorte de plaisir des yeux pour les tributaires, ce qui est un élément qui pourrait nous amener à exclure potentiellement la participation des femmes Mitayouk à ces banquets d'État, ce qui aurait une certaine logique puisque les femmes s'acquittent de la mita chez elles. Elles ne sortent jamais de la communauté pour s'acquitter de la mita, alors que les hommes vont souvent sortir de la communauté pour s'acquitter de la mita. Et donc, eux vont aller dans les grands centres administratifs. Mais n'oubliez pas que l'Inca doit établir une relation de réciprocité avec chaque Mitayouk, ce qui voudrait dire qu'il aurait un autre mécanisme pour établir une relation de réciprocité avec les femmes. Et je n'ai pas encore d'idée sur ce que c'est, mais j'y réfléchis. Je cherche dans les sources s'il y a quelque chose. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Barrero, pour cette superbe présentation, une mise en lumière d'un aspect peu traité, au final, qui fait écho. J'étais en train de regarder dans mon ordinateur, là, qui fait écho à un article que j'avais lu d'ailleurs pour le banquet cérémoniel de Charles Stanisch, voilà, qui proposait aussi une vision du banquet avec voilà, avec des populations qui se déplacent. Mais bon, c'est une cité, visiblement, c'était une cité sans État. Charles Stanisch travaille beaucoup sur Tiahuanaco, où effectivement les populations vont beaucoup bouger pour venir potentiellement faire des banquets. Et qui finalement, là, on voit bien que la chicha, soudain, est réglementée. Et en fait, l'État en fait visiblement une boisson à forte valeur ajoutée, puisqu'elle elle est fortement réglementée. Donc, ça, c'était petite. J'aurais une question à poser, mais je laisse la parole dans le public si d'aventure. Ouais. Florian. Merci David, c'est hyper intéressant. Bon, tu as bien compris que depuis 2 jours, je suis antiquison et archébotaniste, donc c'est très loin de ce que je connais. Et pour l'Antiquité, tu as bien aussi compris que pour la Gaule du Nord, la question n'était pas de savoir si on produisait de la bière, mais comment on met en évidence. Et tu as abordé un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est les coprolites, en tant qu'archébotaniste. Et tu as fait le lien entre présence de maïs dans les coprolites et consommation de chicha. Est-ce que ça, c'est purement hypothétique, ou est-ce que vous avez des témoignages morphologiques sur les grains de maïs qui témoignent de la production de chicha? Alors, moi, je suis pas du tout spécialiste de cette question, en l'occurrence, mais effectivement, le fait qu'on ait argumenté en faveur d'une baisse de la consommation de chicha, elle vient du fait qu'une partie des grains de maïs qui ont été retrouvés dans les coprolites, on considère que la façon dont ils se sont détériorés laisserait penser qu'ils ont été mâchés dans le processus, en gros, de préparation de la chicha. Et donc, une partie des grains qu'on retrouve, pas totalement détruits, mais dans l'état dans lequel on retrouve,
témoignerait du fait que ce soit une consommation de chicha plutôt que de maïs sous forme de pain ou autre. Elle a bien des références bibliographiques. Oui, je te passe ça après. Pour nous, en Gaule du Nord, par exemple, les céréales, ça se trouve absolument pas en contexte latrinaire parce que l'amidon se dissout dans l'eau et que c'est attaqué par les sels, quoi. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de savoir quelle est la forme morphologique de ces grains-là qui pourrait témoigner de consommation de bière, parce que nous, pour l'instant, on n'est pas capable de le faire en Gaule du Nord, quoi. Vraiment, mais c'est hyper intéressant, hein, mais J'ai la réponse notée, je ouais, t'enverrai super, ça sans super. problème. C'est pas vraiment une question, c'est une interrogation, quoi, mais voilà, merci. Une question, je fais passer une question du chat. Alors, je ne vois pas le. V, je sais pas qui c'est. V. De monsieur, de monsieur V. Et qui. Ah non, j'ai perdu le. Oh là là. Alors, la consommation de bière au maïs permet-il d'établir des relations entre les Incas et les Mayas et les Aztèques, ou un parallèle culturel, tout du moins? Alors, c'est une question qui s'est longuement posée, qui se pose encore, hein, la question des liens potentiels entre les Aztèques, donc les Mexicas du Mexique, et les Incas. Il y a des gens qui font encore des thèses pour savoir s'il y a un lien direct, je veux dire un contact direct. Alors, contact direct, pour l'instant, on n'en a aucune preuve, aucun élément de preuve à ce niveau-là. Bon, il y a des échanges culturels entre la zone andine et la Mésoamérique. On le sait, l'introduction du métal, par exemple, dans l'Ouest américain, enfin, dans l'Ouest de la Mésoamérique, euh, qui arrive en fait par cabotage, certainement au fil des siècles, jusqu'en Mésoamérique, depuis les Andes. Donc, on sait qu'il y a des liens entre ces deux zones. En revanche, des liens, des relations directes entre les Incas et les Aztèques, il n'y a vraiment rien qui l'établit. Avec les Mayas, c'est encore plus flagrant parce que la période de domination maya, on est plutôt durant la fin du premier millénaire, hein, donc c'est très loin. Les populations mayas sont celles qui durent depuis, elles sont là depuis très longtemps en Mésoamérique, elles sont encore là après la conquête des Aztèques. Néanmoins, un contact direct entre Maya et Inca, non, non. On a évidemment des points communs régionaux à l'Amérique, puisqu'on va avoir du maïs dans les Andes, on va avoir du maïs en Mésoamérique, mais néanmoins, ça ne suffit pas, en tout cas, moi, je ne pense pas que ça suffise pour établir un lien culturel entre les deux. À la rigueur, vraiment, l'introduction de la technologie du métal en Mésoamérique depuis les Andes, là, ça me semble beaucoup plus intéressant, mais c'est à des époques pré-aztèques et pré-inca. Donc, de toute façon, ça ne collerait pas à ce niveau-là. Mais on n'a aucun témoignage d'un contact direct entre Aztèques et Inca, ce qui peut laisser penser, en fait, ce qui a laissé penser souvent ça, c'est qu'on a eu tendance à penser que la réécriture des mythes Incas, elle copie celle des mythes Mexicas. Et donc, on se dit, voilà. Et en plus, on a 1428, la victoire des Aztèques sur Azcapotzalco, et tiens, 1438, 10 ans plus tard, la victoire des Incas sur les Chancas. Et à chaque fois, c'est le point de départ de l'évolution de ces sociétés. Sauf que 1438, je vous l'ai dit, c'est une date totalement arbitraire. On n'a aucune idée même de s'il y a eu un combat entre les Incas et les Chancas véritablement. Donc évidemment, on a écrit l'histoire parce qu'on était un petit peu influencé dans la zone andine, un peu frustré parce qu'on n'a pas de texte Inca, et donc un peu frustré. Parfois, c'est un petit peu inspiré de ce qu'on voyait chez les voisins aztèques. Mais je pense que c'est en partie une déformation historique. Une autre question. Anthony, oui. Merci effectivement pour cette présentation instructive et très bien structurée. On l'a effleuré, j'aimerais qu'on revienne sur les critères de sélection de la population pour devenir Mitayouk. Tu as exposé au début de ta présentation qu'une partie seulement d'une communauté rentrait au service, rentrait en Mita. Donc, du coup, quels sont les critères de définition? Ce sont des critères anthropiques, par exemple les hommes de 25 à 45 ans. Est-ce que ce sont des critères sociaux? Tu as évoqué l'histoire du mariage, sans doute parce qu'il faut que la fonction reproductrice soit déjà assurée si on perd par hasard au travail notre ouvrier. Est-ce que ce sont des critères de proportion? On prend 20% de la population pour ce travail.
Très bonne question. Question que je me suis longuement posée pour ma thèse. Le travail, c'est ce que j'ai développé le plus dans ma thèse. Donc, évidemment, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Il y a deux questions dans ta question, en fait, mais je t'en rends pas forcément compte. Euh, Premièrement, pour ce qui est, quand j'ai dit qu'on a une partie de la communauté qui s'acquitte de l'habitat pour tout le monde, c'est vrai, mais en fait, c'est sur une base tournante. C'est-à-dire que c'est le chef local qui décide qui va aller s'acquitter de l'habitat. Parce que dans les chroniques, quand on lit les chroniqueurs espagnols, ils nous disent tout le monde s'acquitte de l'habitat. Pareil. Parce qu'en fait, les Espagnols, à travers les chroniques, ils font passer l'idée que tout le monde est imposable de la même façon. Pour qu'à l'époque coloniale, ils puissent imposer un impôt en pesos, un vrai, à tout le monde. Quand on lit l'organisation de la MITA, quand on regarde en fait les transcriptions en castillan des quipus d'époque inca, là on voit que c'est vraiment le curaca local qui décide, eh bien, je vais envoyer 60 hommes pour cultiver telle zone de terrasse pour l'Inca, je vais envoyer 40 hommes pour garder la clawassi pendant telle période, etc. Et c'est lui qui choisit. Théoriquement, tous les gens qui remplissent les critères peuvent être mitayuk, critères étant donc être mariés. Ça ressort partout. Alors selon les chroniqueurs, c'est à partir de 18 ans, d'autres c'est à partir de 25 ans. Les âges varient tout le temps dans les chroniques. Donc personnellement, je ne me fonde pas du tout sur les âges. Je pars du principe que comme chaque communauté garde sa singularité culturelle, déjà l'âge du mariage, il n'est pas forcément le même chez tout le monde. Donc en gros, le mariage, en tant qu'événement, que rite de passage dans la vie, ça pour moi, c'est vraiment le point de départ de potentiellement une vie de mitayuk. Donc le mariage. Et quand est-ce que ça prend fin? Ça prend fin quand biologiquement, vous n'êtes plus capable d'assurer. Si à 40 ans, vous êtes complètement cassé et que le Yakta Kamayok local, c'est-à-dire la personne qui connaît bien le village, elle considère que vous n'êtes plus capable, parce que physiquement, vous n'avez plus les moyens, ils font passer le mot à l'État inca, vous n'êtes plus un mitayuk. Vous ne serez plus jamais appelé. Donc ça, si vous vous blessez, vous faites une grave blessure, un handicap, une maladie qui survient, vous n'êtes plus capable, pareil, l'État ne vous appelle plus, de toute façon. Sachant qu'en plus, l'État délègue au niveau au curaca l'idée de sélectionner. Qui d'autre est, ou plutôt pour savoir quels sont les critères, qui n'est pas mitayuk, les élites. Globalement, tous les prêtres, en gros, le travail manuel, c'est pour le peuple. La société inca, c'est une société extrêmement figée. Il y a la base, les mitayuk, c'est les plus nombreux. Ils évolueront jamais. Il n'y a pas de perspective d'ascension sociale chez les Incas. Vous êtes mitayuk toute votre vie, jusqu'à ce que vous soyez plus mitayuk, mais vous grimperez pas. Vous ne deviendrez pas prêtre, vous ne deviendrez pas conseiller de l'Inca ou quoi. Il y a les élites locales, donc le chef local, sa famille, ça c'est l'élite, eux ils ne travaillent pas. Et ils sont exemptés. Les représentants religieux, les prêtres, ils ne travaillent pas. Et globalement, les gens qui sont de sang Inca ne travaillent pas. En fait, ils vont avoir des fonctions, mais pas de mitayuk. On va leur donner la fonction d'inspecteur général des ponts de l'Empire. Et donc, ils font une petite tournée de l'Empire pour aller voir les ponts, par exemple. Mais c'est ça leur fonction. En gros, on leur donne un statut élevé avec une mission des fois compliquée. Hein. Mais ils ne sont pas considérés comme tributaires. Les mitayuk, ce sont seulement les tributaires, ceux qui sont liés par obligation à l'Inca, qui doivent travailler pour lui en échange de ça. Donc, en gros, mariés, en état de faire, pas veufs et n'appartenant pas à l'élite. Ça, c'est les critères, globalement. Donc, c'est assez simple. Et du coup, je ne me souviens plus de la deuxième partie de ta question, qui était... Ah oui, donc, l'Inca délègue au curaca local le fait de choisir les mitayuk. Et c'est pour ça que je dis qu'une partie de la communauté va s'acquitter de la mita pour tout le monde. Parce qu'en fait, dans les chroniques, on a l'idée d'un choix, équitable. On se dit, eh bien, une année, ça va être telle personne dans la communauté, l'année suivante, ce sera un tel et un tel. Sauf qu'en fait, la mita, c'est pour le curaca, qui perd tout moyen d'impressionner l'Inca, globalement, le fait de bien s'acquitter de la mita, que sa communauté la remplisse bien, c'est un moyen pour lui de briller. Donc, il ne va pas envoyer le plus nul du coin. Donc, en fait, si quelqu'un, il le considère comme étant nul, comme ouvrier, il ne l'envoie pas. Donc, certainement que c'était souvent les mêmes personnes, les plus douées, qui étaient sélectionnées pour partir. Alors, évidemment, ça crée un mécontentement au niveau local. Puisque, évidemment, ceux qui partent le plus souvent, ils disent bah, moi, je suis là pendant 6 mois de l'année, ça me gonfle un petit peu. Pourquoi lui, il part jamais? Ouais, mais le curaca dit oui, mais lui, il est nul. Si je l'envoie lui, ils vont mal s'acquitter du travail, l'Inca ne sera pas content, notre communauté sera moins récompensée. Donc, voilà, ça permet de vendre cette idée aux mitayuk privilégiés par le curaca. Ils vont avoir plus de chicha aussi, hein, puisqu'ils y vont, ils participent à tous les banquets. Et le banquet sera de meilleure qualité si le travail était de meilleure qualité. Alors, le banquet n'est pas de meilleure qualité, parce qu'en fait, le banquet est toujours pareil, mais De par meilleure contre, quantité peut-être plutôt. même ça, je ne pense pas. Même pas Celui trop. qui prend, c'est le curaca, en fait. Et c'est pour ça que le curaca, il envoie que les bons. Il envoie les bons, parce que sinon, lui, il ne reçoit pas les vêtements précieux, etc. Et s'il ne reçoit pas les vêtements précieux,
et les bijoux en or, les ornements en or et en argent, sa communauté ne le respecte plus. Si sa communauté ne le respecte plus, bah, ils vont plus aller travailler pour lui. S'ils vont plus travailler pour lui, il ne peut plus faire la mita, donc l'Inca le dégage et met un autre curaka à la place. Donc évidemment, le curaka, il a tout intérêt à ce que ça se passe bien. Sauf les curakas qui sont contre l'Inca, qui ont été obligés d'accepter parce que militairement, ils ne faisaient pas le poids, ils n'étaient pas assez nombreux, mais qui font une sorte de résistance culturelle et eux, ils vont envoyer les plus nuls. Ils envoient les plus nuls de la communauté, comme ça, ils sont sûrs que le travail n'avance pas et ils disent, bah, comme ça, voilà, l'Inca, ça lui fera les pieds d'avoir des gens qui n'avancent pas le travail. Le problème, c'est qu'il risque d'un moment d'être sanctionné pour ça. Le travail peut aussi être une punition. Hein, si vous avez une brebis galeuse dans la communauté, le curaka, quand on lui dit, bon, là, cette année, on vous envoie aux mines, il peut mettre ses brebis galeuses. Hein, ça va les punir. Il se dit que quand ils vont revenir, ils participeront plus aux travaux locaux et à la vie en général, parce que ça leur évitera 2 mois de mine après. Donc, il y a beaucoup de subtilités politiques, en fait, qu'on ne décèle pas forcément dans les chroniques, mais en prenant des petits éléments à droite à gauche, on se rend compte que l'Inca, il a vraiment un pouvoir sur les curakas et que les curakas peuvent, politiquement, par plein de petites subtilités liées au travail, essayer de se mettre en valeur. Et ça ne transparaît pas dans les chroniques, en fait, c'est ça le problème. Mais du coup, les Mitayouks sont pas, c'est pas égalitaire, hein, les Mitayouks. Il y a des gens qui vont travailler beaucoup plus que d'autres. Et surtout, ce ne sont pas des critères clairs. Non, qui changent d'un chroniqueur à l'autre, d'une communauté à l'autre. Voilà. Et comme je vous disais, les chroniqueurs, ils vont pas tous voyager dans les mêmes parties de l'Empire. Donc, ils vont observer des pratiques chez tel ou tel peuple qui sont pas les mêmes au niveau de l'âge, au niveau du rite social. Et du coup, ils font des généralités. Et donc, on a des chroniqueurs qui donnent des généralités opposées. Et en fait, c'est parce que ces généralités, ce sont des particularités régionales. Merci pour la réponse. Très bonne question, de toute façon. Je crois qu'on va encore prendre la question de Mathieu et puis on va passer à la dernière communication parce qu'on a pris vraiment beaucoup de retard. Ça ne nous ressemble pas. C'est vrai qu'on aurait dû t'inviter pour le séminaire sur le banquet, parce que finalement, là, j'ai vraiment cette thématique de ta communication, parce que moi, j'aimerais bien recentrer sur la bière. Et du coup, la chicha. Parce que la chicha, donc, que tu dis, ne se passe pas en contexte privé. Donc, tu dis aussi qu'il y a un aspect coercitif dans le travail. Donc, le travail est obligatoire. On doit aller au banquet, c'est obligatoire. Est-ce qu'il y a une force de coercition? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui surveillent les banquiers, qui dirigent les gens de travail, qui surveillent? Donc, une vraie force de sécuritaire, en fait, on va dire. Et est-ce que, du coup, comme on n'a pas le droit d'en boire privé, donc ça se fait. Donc, est-ce qu'archéologiquement, sur les sites d'habitat, on trouve la production de chicha? Enfin, moi, de l'extérieur, je vous dis qu'il y en a, c'est obligé. Donc, est-ce que tu as des infos sur ça? Est-ce que aussi cette bière que boit l'Inca ou son dignitaire, si on appelle ça comme ça, est-ce qu'elle serait différente aussi de la bière, entre guillemets, servie lors des banquets, qui reste de la chicha? Mais alors là, le terme générique chicha est très générique. Oui, parce qu'on a des chichas. Il y a plein de questions qu'on pourra discuter après, mais effectivement, c'est ça. C'est l'aspect coercitif là, qui moi, m'interroge. Et du coup, est-ce que la chicha de la maison, du coup, que font apparemment plutôt les femmes à la maison, du coup, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est exclusivement réservé aux banquets ou à d'autres personnes? Alors, comme pour toutes les pratiques, quand les Incas vous disent ça se passe comme ça, c'est rigide, c'est que c'est pas le cas. C'est qu'en réalité, ils ont un discours officiel qui rend universel la pratique. Quand ils interdisent la consommation de chicha dans la sphère domestique, ça veut dire qu'il y en a pas forcément partout. Ça devait dépendre de la communauté. Aussi, vraiment, comme je disais, beaucoup de choses dépendaient du curaka, en fait. Si le curaka est permissif, fermera les yeux. Par contre, le problème, c'est qu'on a des inspecteurs de l'Inca qui passent, hein, potentiellement. On a les Liak Takamayok, les hommes qui connaissent le village, qui sont à la fois, ce sont des gens du coin, des locaux, mais qui en même temps vont travailler main dans la main avec les Takamayok pour organiser la mita. Donc, ils ont un contact privilégié avec les fonctionnaires d'État Inca. Et donc, évidemment, on peut avoir de la délation très facilement. Et surtout, quand l'Inca envoie des gens qui vont contrôler ce qui se passe et qu'à 1, 2, 3, 4 reprises, il se rend compte que le curaka ne fait pas appliquer les règles, c'est le curaka qui prend encore une fois. Donc évidemment, on va avoir des curakas qui, pour beaucoup, essayent d'obéir aux règles. Donc, même s'il y a consommation locale, ils vont essayer de le cacher, ils vont dire aux gens, voilà, vous faites discrètement, quand l'Inca vient, on plante tout. Ce pas des choses qui sont écrites dans les chroniques, mais on s'en doute, parce qu'en fait, l'Inca ne peut pas arriver après 2000 ans de tradition, de pratique quotidienne et dire on arrête tout. Ça, humainement, c'est impossible à faire passer, je pense. Donc, sachant qu'en plus, on a une administration Inca qui n'est pas si énormément développée. Elle existe,
mais elle est moins complexe, je pense, que ce qu'on voit dans les chroniques, où on a toujours plein de nouveaux statuts qui sont donnés. Donc, je pense que c'est vraiment la pression exercée sur le Cораca, en le privant potentiellement de ses insignes de prestige, qui font que le Cораca, il est plus ou moins bonne volonté pour faire appliquer les règles. Mais encore une fois, les règles Inca, elles sont absolues dans la théorie, dans la pratique, sur le terrain, on voit que non. On voit que non, mais on voit très bien, quand les Incas nous parlent de comment ils s'installent dans une région, mais comment ils la dominent, on a toujours le même schéma. Les Incas arrivent, font une conquête militaire, installent des grands centres administratifs, construisent tous les bâtiments nécessaires et ils contrôlent étroitement la vie des gens sur place. C'est absolument pas ce que l'archéologie nous montre. C'est le cas dans la montagne, dans le Chinchasuyu. Vous allez sur la côte du Chinchasuyu, ce n'est pas du tout le cas. On a une autonomie extrêmement grande des peuples qui sont sur place, qui sont déjà politiquement organisés, et ce sont les élites politiques du coin qui font régner en gros les lois Incas. Ils les font régner de manière subtile, il peut y avoir une tolérance. En fait, ça dépend vraiment de l'individu. Donc, il ne faut pas absolument croire le discours universaliste Inca. Et il y avait certainement une production de chicha locale qui était consommée. Mais comme on n'avait pas le droit de commercer certaines choses, qui étaient quand même commercées. L'Inca envoyait des gens surveiller les marchés. Quand ils mettaient la main sur ce qui était interdit, ils le prenaient. Quand ils ne mettaient pas la main, ça continuait de circuler.